Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Ça y est, le Messi est désormais parisien. Le sextuple Ballon d'Or a foulé la pelouse du Parc des Princes pour la première fois devant des supporters hystériques. L'ancien Blaugrana, en fin de contrat, a rejoint le PSG pour 2 ans avec une année supplémentaire en option. Ce transfert qui fait trembler la planète football a été négocié à prix de 41 millions d'euros, soit près de 26 milliards de francs CFA de salaire net par an et presque autant de primes de signature. Alors, à 34 ans, peut-il, Messi, s'inscrire dans un projet sportif gagnant ou n'est-il qu'une nouvelle pièce du soft power qatarien? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité Raphaël Nkwa. Il est journaliste, grand reporter à la CRTV, fin connaisseur du football. Et je serai tout à fait complet lorsque j'ajouterai qu'il fut attaché de presse des Lions Indomptables il y a quelques années. Et il a également, dans un passé assez lointain, été Celcom, responsable de la communication à la Fédération camerounaise de football. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Raphaël Nkwa, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. On parle de football, c'est votre dada. Alors, en tant que journaliste sportif et passionné de football, comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Beaucoup d'émotions, je dois le dire, parce que voir le meilleur joueur, voir la légende du football poser ses valises au Parc des Princes, ça m'a procuré beaucoup d'émotions, une certaine excitation. Hein. Également, voir Paris se rapprocher de son ambition, de son rêve d'être une franchise internationale avec Messi comme deuxième fusée. C'est immense ce qui s'est passé à Paris. Je ne vais rien vous cacher, je suis proche du club parisien. On vit des moments incroyables, surtout lorsque l'on se souvient de ce club il y a 15 ans, il y a 20 ans, à l'époque de Colonie Capitale de Canal+, avec des grands faits comme Everton de Souza. On est loin de s'imaginer de voir Messi arriver comme ça au Paris Saint-Germain. C'est vrai, des planètes se sont alignées pour faciliter ce transfert, c'est exceptionnel. On vit dans la démesure. Alors, toutes les grandes télévisions du monde ont diffusé l'arrivée hollywoodienne, quasi hollywoodienne de Lionel Messi au PSG. Alors, Raphaël Nkwa, c'est un coup sportif ou médiatique, à votre avis? Oh, en dehors de la plus-value que Messi apporte sur le terrain, il faut dire que Messi, c'est d'abord une valeur sportive, diplomatique et même commerciale. On aura le temps de décliner ces différentes valeurs de Lionel Messi. On se situe bien au-delà du champ sportif. L'arrivée de Messi à Paris a plusieurs déclinaisons. Alors, il faut dire quand même que Lionel Messi, le mec, il a 34 ans. Sportivement, on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Messi, en 34 ans, n'est plus tout à fait jeune. Il est beaucoup plus aujourd'hui proche de la sortie que du début de sa carrière. Mais n'empêche qu'il reste un produit extraordinaire. Lionel Messi, il est un peu comme le bon vieux vin. On a vu qu'il s'est bonifié au fil des ans. Il sort d'une Copa América totalement réussie. On a revu Messi des années 2000. Et j'espère que c'est ce Messi-là qui semble renaître, qui semble retrouver une certaine cuir de jouvence qui est arrivé à Paris. Alors, Lionel Messi arrive au PSG où va s'aligner dans un trio d'attaque à 3 têtes. On a Mbappé, Neymar, Messi. Alors, quelles sont les chances de succès de ce trio d'attaque? Est-ce qu'il suffit de faire un empilement de stars pour en faire une bonne équipe? Je ne veux pas aller dans une boule de cristal. Je ne sais pas quelle sera la structure de l'équipe de l'ami Pochettino. C'est vrai qu'il sera difficile de faire sans ces trios d'attaque. Vous posez une question qui est essentielle dans le football d'aujourd'hui, c'est la question d'équilibre. Avec ces 3 têtes de gondole qui vont animer certainement l'attaque parisienne. Mais attention, le cas de Mbappé reste en guillemets. On verra bien d'ici le 31 s'il reste parisien. Absolument. Vous savez qu'il est à la fin de son contrat. Si jamais Mbappé reste, c'est la forte tendance. On est parti pour un trio attaque à 3 têtes. Il va certainement se poser la question de l'animation. Comment jouer avec 3 joueurs d'attaque, 3 stars qui vont quelquefois un peu rechigner aux tâches défensives pour maintenir un certain équilibre. Là est tout le travail de l'ami Pochettino, mais ce n'est pas une grande première. On l'a vu, il y a une certaine époque au Real de Madrid, il y avait Figo, il y avait Zinedine Zidane, et avec Ronaldo. C'est le cœur du jeu qui va poser problème, ce système de compensation. Et pouvoir structurer une équipe, vous savez, le football d'aujourd'hui, c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration. À Lionel Messi, à Neymar, à Mbappé, amener ce talent individuel dans un fond collectif. Là est tout le travail de Pochettino.
Mais vous savez, les talents, lorsqu'ils s'additionnent, ils peuvent faire des étincelles. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on l'a connu avec le Real Madrid galactique des années 2000, lorsque Florentino Pérez fait venir quand même 3 monstres sacrés du football. Vous l'avez dit, Zidane, Figo et Ronaldo. Dans une certaine mesure, il y avait Raoul aussi. Cette constellation de joueurs a apporté des résultats. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé, parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions en 2002, voilà, et puis ils étaient au sommet de la Liga. Est-ce que vous pensez que la même chose est possible avec le PSG qui aujourd'hui, sur le plan local, va forcément continuer de parader, mais l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et oui, je reviens donc à ma question. Est-ce que ce trio d'attaque du PSG va pouvoir faire rêver les Parisiens? On est parti pour rêver. On est parti pour rêver au Parc des Princes. Pochettino va forcément aligner cette attaque à 3 têtes avec Neymar, Messi et bien sûr Mbappé. La Ligue des Champions, et Messi lui-même il a dit, il ne suffit pas d'aligner des stars pour gagner la Ligue des Champions. Ça c'est juste souvent un très peu de choses. C'est une question de détails. Mais le Paris Saint-Germain essaie de s'armer pour pouvoir offrir cette Ligue des Champions enfin à cette ville rayonnante, cette ville splendide de Paris et même toute la France du football en rêve. Ça va dépendre de l'équilibre. Je ne suis pas sûr que lors des grandes soirées de Champions League, que l'on ait pu souvent avoir ces 3 têtes sur le terrain, on pourrait avoir un système. Avec par exemple 2 Galactiques et un milieu de terrain renforcé, les changements aujourd'hui permettent d'avoir un plus vaste éventail de changements jusqu'à 5. Est-ce que Pochettino partira lorsqu'on sera en haut de mer dans cette grande soirée européenne avec 3 attaquants? Je suis un peu dubitatif. Ce sera peut-être vrai en Ligue 1 française. Oui. D'entrée de jeu, de voir les 3 Galactiques. En Champions League, peut-être commenceront-on avec une attaque à 2 têtes. On renforcera le milieu de terrain. Ça, c'est ce qui concerne les matchs qui se joueront à l'extérieur. En tout cas, Pochettino a une palette large, il a un vaste registre, mais cette équipe est armée pour aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Je vois bien sûr Neymar en position très avancée. Je vois Mbappé en point de fixation et Neymar occupe un flanc. Laissez par exemple le cœur du jeu aux besogneux. Je pense à Gueye, je pense à Marco Verratti qui sera au cœur du jeu. Je pense également à Danilo. Le Paris Saint-Germain est armé pour aller chercher cette Champions League. On parle beaucoup des Galactiques, mais on ignore aussi un Galactique en puissance. Oui. C'est Hakimi qui arrive. Hakimi, c'est latéral droit. C'est vrai, on parle des pistons droits parce qu'il est beaucoup plus porté vers l'avant. Et puis il y a Sergio Ramos qui va apporter cette grinta qui a quelquefois manqué au Paris Saint-Germain dans le moment difficile. Il va apporter un peu plus de stabilité, rendre moins fébrile cet arrière-garde défensif. Ce Paris Saint-Germain fait rêver. On espère qu'ils vont confirmer sur le terrain maintenant. Alors, beaucoup pensent que l'arrivée de Messi pourrait bonifier quelqu'un comme Neymar, qui jusqu'à présent est très critiqué. On ne semble pas toujours percevoir, il ne semble pas confirmer tout ce qu'on attendait de lui du côté du PSG. On verra bien. Je crois que l'arrivée de Messi va apporter un peu plus d'humilité en ce qui concerne le football de Neymar. Il va dépouiller Neymar d'un certain nombre de gestes. Il en faisait un peu trop au Paris Saint-Germain. Peut-être pris par sa stature. Neymar sur le football, humble dans la vie comme humble sur le terrain. Vous parlez de Messi? Je parle de Messi, c'est Messi plutôt. Humble sur le terrain comme dans la vie, respectueux des fondamentaux. Messi joue simple et je crois que ça va influer dans la prestation des joueurs comme Neymar, comme Mbappé. Messi n'en rajoute pas. Messi sur le football simple et bien fait. Je crois que sa présence va bonifier les 2 autres. Il faudra peut-être gérer les égos du jeune Kylian Mbappé. Je crois que ça pourra servir beaucoup Neymar. Ils sont amis dans la vie, ça il faut le savoir. Ils sont amis dans la vraie vie. Je crois que les deux en complicité, il y aura une certaine émulation. Ça peut être une certaine émulation entre les 3 et c'est le club qui en bénéficiera. Alors lorsque dans un vestiaire, Raphaël Gua, vous alignez Mbappé, Neymar, Messi, vous avez également Ramos, Hakimi dont on parlait tout à l'heure, il y a Donnarumma qu'on est allé chercher à un poste qui était très très bien gardé par Keylor Navas. Je ne sais pas pourquoi on est allé le chercher, toujours est-il qu'il est là. Quand vous avez autant de talents dans le même vestiaire, la gestion, c'est également autant d'ego à gérer. Est-ce que vous pensez que Pochettino est l'homme qu'il faut pour gérer autant de stars? Est-ce qu'il peut faire le boulot? Avant peut-être de voir si Pochettino a les épaules pour pouvoir gérer, à l'étoffe pour pouvoir gérer cette équipe du Paris Saint-Germain, je voudrais un peu revenir sur cette préoccupation en ce qui concerne le gardien Donnarumma qu'on est allé chercher. A dit que Navas faisait le job, il assurait le boulot. Jusqu'ici, dans le mercato, il y a les opportunités du marché. C'est un jeune gardien de 22 ans,
avec un potentiel fou. Il est en fin de contrat. Navas a 34 ans. Il est plus sur la fin que sur le début. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas passer à côté d'un tel coup. Vous avez l'opportunité d'assurer ce poste sur 5, sur 6 ans. Oui. Il fallait le faire. Je crois que le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée de Donnarumma, a assuré le présent et l'avenir. Bien évidemment, ça va booster Neymar. Il va falloir une gestion de ces deux gardiens. Oui. De ces deux gardiens. On pourrait peut-être arriver à une formule du genre la Ligue 1 pour Donnarumma, la Champions League et la Coupe de France pour Navas, couper un peu comme ça la poire en deux. Je ne sais pas ce que Pochettino fera, mais il va falloir qu'il fasse preuve de transparence et beaucoup de fermeté dans la gestion de ce vestiaire. Alors vous posez la question... Là, c'est en ce qui concerne les gardiens de but. Maintenant, les gardiens, sur l'ensemble. Oui, sur l'ensemble. Je crois que c'est une multiplication de stars, mais une multiplication d'ego aussi. Je crois que c'est le vestiaire, il faut gratter le vestiaire. C'est le premier gros chantier de Pochettino. Il faut gratter le vestiaire. Vous savez, les égos sont quelquefois surdimensionnés avec ce genre de joueurs. Établir des règles claires, des règles de transparence. Et Pochettino a un sacré défi. C'est la première fois qu'il a un vestiaire de cette dimension. C'est vrai, il a eu Henry Kane et Emilson, un certain nombre de stars du côté de Tottenham. Mais là, il a des galactiques à gérer. Il va falloir qu'il fasse des choix très clairs et qu'il tienne la main. On a coutume de dire il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Je crois que Pochettino devrait être très clair dans ses choix et instaurer une concurrence saine à tous les postes. Bien évidemment, garder un certain relationnel pour pouvoir motiver les uns et les autres. Je crois que le vestiaire du Paris Saint-Germain, il doit être tenu parce que vous savez, les égos, ça pollue le vestiaire. Absolument. Et ça a une incidence sur le terrain. Donc, je crois que Pochettino, il a dit, il va tenir ses vestiaires. Et puis, il y a tellement de matchs. Il va falloir faire rouler avec ce Paris Saint-Germain qui est surtout attendu lors des grandes soirées européennes. Je vois plusieurs formules. Il a de quoi faire. Il a de quoi faire et puis on avisera le moment venu. Alors, quand on regarde aujourd'hui, beaucoup d'observateurs ne vendent pas cher la peau de Pochettino sur le banc de touche, estiment qu'il faut quelqu'un qui a également une plus grande dimension, qui a une plus grande carrure. Le nom de Zinedine Zidane commence à circuler. Vous ne lisez pas dans la boule de cristal, vous l'avez dit, mais c'est envisageable. Zinedine Zidane, dans une perspective peut-être diplomatique, moi aujourd'hui, Pochettino vient de remplir d'une année. Oui. Preuve que la direction accorde toute sa confiance à Pochettino, qui vient d'avoir une prolongation d'une année. Et n'oublions pas, Pochettino fut un joueur fantastique, international argentin. Il est passé par le Paris Saint-Germain avant d'évoluer du côté de l'Espagne et de l'Angleterre. Il a tenu Tottenham. Il a tenu en très peu de temps Southampton, où il a fait ses preuves. Je crois que Zinedine a bien démarré un jour. C'est vrai, il a été sous Ancelotti avant de prendre les rênes de l'équipe première du côté du Real de Madrid. Je crois que Pochettino a l'étoffe. C'est vrai qu'il n'a pas été très rassurant en ce qui concerne son coaching la saison dernière, mais en avait-il le choix? Là, Pochettino a tout pour réussir. Il a fait une préparation d'avant-saison. Les joueurs sont arrivés à temps. Il a le potentiel, il a le profil pour faire des grandes choses au Paris Saint-Germain. Vous savez, les entraîneurs, ils sont assujettis à les résultats. On verra ce que Pochettino fera, mais ça sent bon quand même pour l'Argentin. Je vous propose, Raphaël, de regarder ce reportage. On parle de Messi. Les sommes sont astronomiques, c'est fantastique. Toutes les sommes qui circulent autour de Lionel Messi. Je vous propose de regarder ce reportage sur le phénomène Messi en quelques chiffres et on en reparle tout de suite après. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing.
Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, Raphaël Nkwa. Il est journaliste sportif, grand reporter à la CRTV. Il a également été l'attaché de presse des Lions Indomptables et dans un passé assez lointain, il fut également le responsable de la communication à la Fédération camerounaise de football. Avec lui, nous parlons du transfert de Messi qui fait bouger toute la planète football et toute la planète sportive tout court. Alors, l'arrivée de Messi au PSG, c'est un gros investissement. Quelles peuvent en être les retombées? Je crois qu'il faut d'abord relativiser l'opération Messi. Au Paris Saint-Germain, Messi, c'est 0 francs en termes de transfert. Il arrive gratuit. Oui, parce qu'il était en fin de contrat. Oui. Messi, c'est 0 francs comme prime de signature. Oui. Messi, c'est sur un salaire revu à la baisse. On parle d'un transfert, certes, stratosphérique, mais il faut tenir compte de ces coordonnées pour montrer que le Paris Saint-Germain peut tenir et absorber ce transfert sur 2 ans, les 2 ans de signature de contrat de Messi avec une année en option. Alors, quels sont les ressorts? Comment le Paris peut-il s'en sortir? Sauf qu'il faut, complétons Raphaël, il faut quand même rappeler que le salaire annuel de Messi, c'est 41 millions d'euros. Et je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il n'y a pas eu d'entente entre son ancien club et lui, parce qu'il n'avait pas les moyens, étant très endetté, de payer un tel salaire à Messi sur l'année. Non, mais ce n'est pas déjà de 76 milliards qu'il touchait, absolument. De 76 millions d'euros qu'il touchait. Il a consenti à baisser son salaire. 40. Oui. À 40. Mais jusque-là, les Blaugrana n'ont pas pu. On reviendra sur ce qui s'est passé. Je parlais tout à l'heure des planètes qui s'alignent pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu des causes structurelles en ce qui concerne la non-prolongation de Messi avec Barcelone, des causes économiques et structurelles. Structurelles, bien sûr, avec le règlement de la Liga, qui a ce qu'on appelle là-bas le salarié cap, c'est-à-dire qui situe un plafond en ce qui concerne les salaires. Alors, je crois, si je ne m'abuse, à 70% en ce qui concerne la Liga. Ce n'est pas applicable en Ligue 1 française. Il y a aussi que Barcelone était fortement endetté. Fortement endetté. Barcelone, c'est des dettes de près de 1 milliard d'euros, 1 milliard 200 millions d'euros. Et c'est insoutenable. Et forcément, Messi a été poussé par la sortie. On ne va pas se plaindre en ce qui concerne les supporters du PSG. Il arrive donc à Paris. Sur 2 ans, c'est supportable. Avec ce salaire qui baisse, il y a 3 ressorts pour pouvoir s'en sortir pour les Parisiens. Le premier ressort, c'est peut-être l'affluence en ce qui concerne les stades. C'est vrai que le Paris Saint-Germain fait toujours le plein au Parc des Princes, comme dans les différentes sorties en Ligue 1 française. Mais on peut imaginer... Le prix des billets va augmenter peut-être. On peut imaginer une hausse du prix des prix des billets à l'entrée. On regarde aussi en ce qui concerne le merchandising, les ventes de maillots. Vous avez 300 à 500 millions de ventes de maillots espérées avec l'arrivée de Messi. C'est énorme. On peut aussi imaginer l'arrivée des partenaires. On parle de l'Asie, on parle des États-Unis, et puis le Paris Saint-Germain va revoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un certain nombre de contrats revus à la hausse à 20 à 30%. C'est immense ce que Messi. Sur 1 an, ce ne sera peut-être pas soutenable, mais sur 2 ans, le Paris Saint-Germain va rentrer dans ses clous. Ces facteurs économiques font que c'est une opération gagnante pour le PSG. Je ne parle pas de la dimension diplomatique avec le Qatar, où il sera probablement ambassadeur pour Qatar 2022. Et là, c'est un message très, très fort. On parle de géopolitique du sport. Et là, les Parisiens marquent un coup très, très fort. Du moins, les propriétaires du club. Alors, vous parlez du merchandising tout à l'heure. La vente des maillots, beaucoup, les spécialistes de l'économie des sports parlent de près de 300 à 400 000 maillots, rien que de Messi, qu'on espère vendre cette année. C'est énorme. Hein? C'est énorme. 300 à 500, mais il faut préciser, 300 à 500 000 maillots espérés à la vente. Mais précision, c'est très important que 50% repartent à l'équipementier. Et 50% au Paris Saint-Germain. Je parlerai d'une renégociation avec un certain nombre d'équipementiers. J'imagine bien Nasser, Leonardo et Blanc revoir ces négociations avec l'équipementier à 20 à 30%, parce que ce que Messi apporte, c'est énorme. On parle des maillots. On aurait pu parler également du Paris Saint-Germain, de sa visibilité. Paris Saint-Germain qui était à 43 millions de suiveurs, de followers en ce qui concerne Facebook, c'est explosé. Nous sommes à 70 millions. Et Neymar était à 91 millions de followers, de suiveurs en ce qui concerne Facebook et Instagram. Ça explose. Les deux marques, lorsqu'elles se joignent, la marque Paris Saint-Germain et la marque Neymar,
C'est gagnant-gagnant. Messi. Qu'est-ce que je dis? Je suis toujours Messi. avec Neymar. La marque Messi et la marque Neymar, lorsqu'elle se joint, ça fait exploser la bourse. Alors, est-ce qu'on peut espérer un ruissellement davantage vers les autres clubs de la Ligue 1? C'est-à-dire que le gain que va engranger le PSG à travers l'arrivée de Messi, est-ce que les autres clubs peuvent en profiter à travers un phénomène de ruissellement? Oui, c'est évident, hein, la théorie des vases communicants. Oui. Avec Messi, d'abord au niveau de l'attractivité de la Ligue 1. Oui. Cette Ligue 1 va être dopée en ce qui concerne les audiences, sur le plan international. Vous allez voir que dans les prochains jours, il y aura une reprogrammation pour tenir compte de l'Asie, des États-Unis. On aura probablement des matchs à 12 heures. Parce que la présence de Messi en lui-même, c'est un événement extraordinaire. Il constitue un sport dans un sport. On va aller regarder le match du PSG pour regarder la prestation de Lionel Messi. Et ça s'achète. Ouais. Et ça va s'acheter très très cher. Bon, en ce qui concerne les droits internes, les droits nationaux, les droits déjà ont été conclus. Amazon a pris le gros lot à 80%, 20% en ce qui concerne Beansport, qui sous-traite avec Canal+. Il faudra attendre 2024. Mais en ce qui concerne les droits internationaux, forcément, ils seront revus et la Ligue 1 va gagner parce que la Ligue 1 est un peu le parent pauvre en ce qui concerne les grands championnats européens. Si au niveau de la Liga, on est à 900 millions de droits internationaux en ce qui concerne la Liga, c'est 11 fois moins en Ligue 1 française. Ouais. Et l'arrivée de Messi va ramener certainement la courbe vers le haut. Oui. Alors, justement, en parlant des droits TV, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Amazon a 80% des droits TV, Canal+ en a 20%. Est-ce qu'une revalorisation à la hausse est envisageable avec l'arrivée de Messi? Ou alors tout est déjà solidement bloqué dans le marbre? Dans la gestion des droits de retransmission des événements sportifs, les choses sont assez... C'est vrai, ce n'est pas toujours figé. Mais là, le concret a été signé. Il sera difficile de revenir avant 2024. Oui. Maxime Saada, qui est un ami très proche, qui gère actuellement Canal+, a un peu biaisé sur le produit. Il a parlé d'un produit qui s'est dégradé. Il a eu quelques propos qui, ma foi, ont fait perdre à Canal+, la gestion, tout au moins c'est la grande partie des gestions des droits en ce qui concerne la Ligue 1 française. Il doit s'en mordre les doigts. Mais je crois qu'avec 20%, avec sa sous-traitance avec Beansport, il devrait quand même pouvoir se retrouver. Vous vous rappelez que lors de la présentation de Messi, c'est un fait unique. On a dû arrêter la retransmission d'un match de la Premier League pour la présentation de Messi. C'est du jamais vu. Ouais. En 2-3 minutes, on a dû faire un insert, arrêter un match de Ligue. Je crois que c'est Arsenal qui évoluait pour partir au Parc des Princes 30 minutes avant. Prendre Messi, c'était attendu sur le plan international. Et en 2 secondes, Canal+ a bonifié. L'arrivée de Messi va relancer les négociations sur le plan international s'agissant de cette gestion des droits, mais sur le plan national, c'est figé. Il n'y aura rien à faire d'ici 2024. Alors, et effectivement, Canal+ n'était pas du tout chaud pour reprendre les droits de la Ligue 1, mais c'est quand ils ont appris la possibilité de l'arrivée de Messi qu'ils ont couru prendre les 20%. Hein. Je dois avouer qu'ils ont d'abord été poussés par une décision de justice. Oui, absolument. Et maintenant, le moral est revenu. Le moral est revenu avec l'arrivée de Lionel Messi. On se dispute Messi. Oui. Vous savez que Canal+ est à 7 millions d'audience en ce qui concerne le premier match où Messi était dans les tribunes. Pourtant, le Paris Saint-Germain évoluait face à Strasbourg. Premier match au Parc des Princes pour la saison, Messi présenté. Il n'a même pas joué. Il n'a pas joué. Nous sommes à 7 millions d'audience. On se rapproche des scores des Bleus sur la une, sur TF1. C'est immense. Je crois que Messi qui est attendu face à Clermont après la trêve internationale, vous verrez les audiences, on risque de frôler les 20 millions. Les 20 millions. Je ne sais pas si c'est sur Amazon ou sur Canal+, mais je crois que ça se dispute déjà. On risque de frôler les 20 millions de téléspectateurs. Hein. C'est fou. Et parlant justement des droits TV pour que nos téléspectateurs comprennent très bien, Canal+, pour 20% des matchs de Ligue 1, a déboursé 332 millions d'euros, alors qu'Amazon a déboursé 259 millions d'euros. C'est une belle affaire pour Amazon, là. Oui, Canal+, ce n'est pas une très mauvaise affaire pour Maxime Saada, qui gère Canal+. Canal+, a le match du dimanche à 17h, qui est fixé un très bon créneau horaire. Canal+ a le match de 21h le samedi. C'est une bonne chose. Il faut tenir compte de tous ces facteurs. Amazon a 80% d'accord, mais Amazon diffuse la plupart des matchs de 15h et de 14h. Ce n'est pas une très grande audience, surtout que ces horaires se situent pratiquement dans le même créneau avec la Premier League. Canal+ a des horaires qui peuvent avantager Canal.
Je parle du dimanche à 17h, je parle du samedi à 21h. On a souvent expliqué que Amazon a 80%, il paie moins que Canal+, qui a 20%. C'est des données qui comptent lorsqu'on essaie d'établir des factures. Oui. Alors, le PSG dépense sans compter, il brûle la chandelle par les deux bouts, pour ainsi dire. Neymar, Messi, Donnarumma, voilà, Hakimi et pas mal d'autres joueurs. Ramos qui sont arrivés cette année, ça fait beaucoup. Ça commence à faire grincer des dents, notamment outre-Rhin, où les Allemands ne sont pas réputés pour sortir facilement leur chèque pour acheter des joueurs. Est-ce qu'on peut dire que le fair play financier semble avoir volé en éclats? Non, je pense que Paris a simplement bénéficié, c'est conjoncturel en ce qui concerne le fair play financier. Oui. La crise sanitaire étant là, le fair play financier a été revu, tout au moins certaines règles. Oui, il y a eu un assouplissement. Un assouplissement des règles en ce qui concerne le fair play financier. Le Paris Saint-Germain est dans les cordes, est dans les clous s'agissant de ces transferts. Je précise que la plupart des transferts, c'est à 0 francs, même si un transfert n'est pas totalement gratuit, parce que pour certains, il y a eu des primes à la signature. Absolument. Je crois qu'en ce qui concerne le fair play financier, on est beaucoup plus regardant en ce qui concerne la capacité du Paris Saint-Germain à tenir les salaires pour ses joueurs et non en ce qui concerne la capacité du Paris Saint-Germain à payer ses joueurs. Il faut mettre ceci dans la balance. Et là, le Paris Saint-Germain est dans les clous. Dans les prochains jours, il y aura certainement une réunion de l'UEFA qui veut se rapprocher de ce qui se passe en Liga en fixant un plafond en ce qui concerne les salaires, mais ces règles n'est pas encore applicable et le Paris Saint-Germain peut en profiter. Le fair play financier, on ne va pas le dire, un peu mis entre parenthèses. Alors vous, Raphaël Nkwa, en tant que passionné de sport, journaliste sportif également depuis de longues années, est-ce que cette multiplication du football business, cela ne vous choque pas un peu? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on en fait un peu trop au niveau de l'argent dans le foot. Je crois que c'est la nouvelle donne. On ne va pas se plaindre de ça. Je crois que le football d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le football d'hier. Oui. Le football aujourd'hui a cessé d'être une banale activité socio-culturelle. Il s'agit de nombreux enjeux sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Le football est devenu un véritable business. On ne va pas se plaindre. C'est l'évolution du temps. Alors moi, j'ai lu de nombreux éditorialistes français qui commencent un peu à ronchonner avec toutes ces sommes qui sont versées aux joueurs et qui estiment que c'est quand même trop d'argent qui sont payés aux joueurs. Est-ce que l'argent, à terme, ne va pas tuer le football? C'est la grosse question de savoir si l'argent ne va pas tuer finalement le football. Je n'y pense pas. Oui. Je ne pense pas que l'argent va tuer le football. Le football est devenu un vaste business. Il rentre dans un vaste écosystème. Et ce business-là, il génère énormément de sous. On se plaint aujourd'hui des Messi, on se plaint aujourd'hui d'un certain nombre de joueurs. Mais Messi, hors salaire, en termes de gains, en 2019 et 2020, c'est également vrai pour Cristiano Ronaldo, a gagné pratiquement 1 milliard d'euros. Oui. Hors salaire. Oui. C'est énorme. Messi est le deuxième sportif le plus payé au monde. Le plus payé au monde. Oui. C'est grâce aux revenus. Un joueur comme Messi, il a des sponsors. Pepsi, il a Adidas, il a Mastercard, un certain nombre de produits. Je crois que le football aujourd'hui, l'économie du football marche bien et forcément les joueurs en bénéficient. L'économie du sport dans son ensemble et avec le football comme tête de proue, il marche et les joueurs en profitent. Vous avez vu avec la crise sanitaire que nous avons connue. Oui. Les revenus, le monde économique a eu quelques secousses. Les rentrées se sont stabilisées parce qu'il n'y avait pas d'affluence. Les sponsors n'avaient plus d'entrée. Je crois que le football vit avec son temps. Je crois qu'il n'y a pas à rougir là-dessus. Tant que l'économie du football et du sport connaîtra une certaine augmentation, les sportifs, les footballeurs en bénéficieront en premier lieu. Et les États gagnent aussi. Messi est compté, lorsqu'il partait d'Espagne, comme l'un des plus grands contributeurs au fisc. Il a versé au fisc espagnol pas moins de 397 millions d'euros. Vous parlez simplement des États et même les clubs en gagnent. Oui. Messi, et près de 80% de ces étant l'impôt sur le revenu. Oui, il y a les États, bien sûr. En France, j'imagine. La France va également c'est beaucoup plus fort en ce qui concerne la France. Parce que qui taxe énormément. Oui. La France taxe énormément. On parle des États, on parle également des clubs. Oui. Mais si c'est 30% des recettes, directes ou indirectes, en ce qui concerne le Barça, à lui tout seul, des revenus que Messi a procuré au Barça. Près de 200 millions d'euros par an. 30%.
C'est énorme. Oui. On ne le dit pas souvent assez. Quand on écoute toutes ces sommes, toutes ces vedettes du football qui font le grand spectacle du football business aujourd'hui, rapporté à la situation camerounaise, Raphaël, quoi, on se dit que nous sommes à des années-lumière. Hein. On est à l'âge de la pierre taillée là, du football. Le monde n'est pas fort lorsque vous parlez des années-lumière. Je crois que C'est fou. Hein? nous sommes dans... C'est les grands, c'est les deux extrêmes. Hein. Oui. Mais je crois que le football en Afrique et même en Amérique du Sud fait son petit bonhomme de chemin et stagne en fonction d'un certain nombre d'obstacles structurels et même des problèmes conjoncturels. Le Cameroun est un peu une addition et le meilleur exemple en ce qui concerne, j'allais dire, cette stagnation de notre football. Et pourtant, tout est là en ce qui concerne certains États africains. Les stades, les joueurs de talent, même si le facteur économique est important. Parce que c'est le facteur économique. Le football ne vit pas es nihilo. Oui. Il vit dans une société. Il est également le reflet de la situation économique d'un pays. D'un Hein? pays. Il faut que l'économie d'un pays soit prospère et le football en profite. Oui. Je crois que c'est une donnée qui n'est pas toujours. On parle du football camerounais qui stagne, du football de tel pays qui stagne. Il faut remettre ce football dans son contexte et voir également. La France aujourd'hui a un taux fiscal assez élevé, ce qui pousse la plupart des jeunes footballeurs français à aller vers l'extérieur. Sans le PSG, la France sera à la 6e, 7e position. C'est le PSG qui booste le sport français. Et ça, également en France, il y a un problème structurel. Il faudra revoir un certain nombre de choses pour remettre la Ligue 1 au sommet du football européen. Et Dieu merci, le gouvernement en place en France travaille fortement là-dessus. Je vous donne un petit secret, puisque nous sommes dans une émission, autant le dire, le gouvernement français a énormément aidé pour le transfert de Lionel Messi, parce que rien n'était garanti en ce qui concerne le taux d'imposition. Jusqu'à la dernière minute, je peux le dire, je suis un peu proche d'un certain nombre de dirigeants français avec qui j'en discute, rien n'était garanti, parce que ça s'est négocié au détail près. En ce qui concerne les revenus de Messi, en termes d'image, en termes de salaire, il y a eu un petit coup de pouce de l'administration française pour permettre ce transfert. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun, par exemple? On parlait tout à l'heure rien que de Messi qui va vendre près de 400 000 maillots à lui tout seul. Vous êtes un supporter du Tonnerre de Yaoundé, ça je le sais. Roger Mila, quand il jouait ici, je ne suis pas sûr qu'il a vendu même 5 000 maillots. Hein. Non, je crois qu'on a un problème structurel. Hein? On a un problème structurel. Même pas 500 000 maillots. Voilà un enfant qui vend 400 000 maillots. Les maillots sont finis le jour où il est arrivé. Les maillots en ligne. Oui. Parce qu'à la boutique du PSG, je dois avouer que il y en a on s'est bousculé, il y en a encore, mais en ligne, le stock a été totalement épuisé. Pourquoi un grand joueur comme Roger Mila, toute sa carrière durant, n'a pas vendu même pas 3 000 maillots? Il fallait y penser. Comme dirait l'autre, il fallait y penser. Oui. À l'époque, vous vous souvenez, nous avons des stades pleins le dimanche et le jeudi. On frôlait les 40 000 spectateurs. On frôlait les 40 000 spectateurs, il fallait y penser. Je prends un petit exemple. Le calendrier de la saison qui se distribuait, il était totalement vendu. Il y avait des imprimeries qui faisaient recette ici. Des imprimeries qui étaient prospères en vendant simplement... Rien que le calendrier du championnat. Rien que le calendrier du championnat. Oui. Je crois que ce temps d'idées, on n'a pas pu exploiter ça à l'époque. Et la situation étant c'est qu'elle aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, avant de revenir sur le marketing, pour s'attaquer à ce problème, parce que le football camerounais aujourd'hui a énormément de problèmes. Il faut une structure saine, il faut une meilleure visibilité, et puis il faut faire revenir le public au stade. Oui. Et cela passe par un certain nombre de leviers de ressorts à activer. Et tant que ce travail n'est pas fait en amont, il ne faut pas se préoccuper du marketing. Alors, tous les Camerounais connaissent par cœur les joueurs du PSG, les joueurs de Marseille, les joueurs de tous les clubs allemands, anglais, ainsi de suite. Mais je mets au défi n'importe qui dans la rue de citer 3 joueurs du championnat camerounais. C'est grave ça. Mais c'est un signe de temps. Est-ce qu'il n'y a pas également la responsabilité des journalistes? Oui, il y a la responsabilité des journalistes, mais je vous parlais de la nouvelle donne aujourd'hui. On est dans le cross-média avec l'avènement des télévisions satellitaires. Les gens vont voir le spectacle. Le journaliste aujourd'hui répond aux préoccupations de son public. Oui. C'est ça aussi notre métier. Pouvoir répondre aux préoccupations de notre public. Et notre public demande bien sûr le meilleur du foot. Le meilleur du foot aujourd'hui, il se passe, c'est dans le vieux continent. C'est vrai qu'au-delà de cette préoccupation de répondre à des attentes d'un public, on a également une mission pédagogique. Oui. C'est-à-dire vendre également ce que nous faisons aujourd'hui. Mais ça passe également, comme je disais tout à l'heure, par un certain nombre de ressorts. Que les télévisions également,
Et là, c'est bien ce que la CRTV a fait en signant ce partenariat avec l'Africa Foot. Le tout n'est pas que de signer ce partenariat avec la Fédération camerounaise de football pour diffuser un certain nombre de matchs. Il faut tout autour un certain nombre de magazines. Il faut tout autour un certain nombre d'incitations. Il faut que la fédération elle-même se réinvente en ce qui concerne sa communication. Oui. Et c'est bien ce que l'ami fait, ce qu'il fait. Il est très présent en ce qui concerne les réseaux sociaux, que la fédération ait sa propre télévision également pour vendre un certain nombre de produits. Vous parlez d'il y a quelques années. Il y a quelques années, moi je vous citais des joueurs par tête. Je n'avais pas besoin de fiches lorsque j'allais dans les stades ici au Cameroun, que ce soit de Bamboutos, que ce soit d'Étoiles Filantes ou d'Entente Ngaoundéré. Aujourd'hui, tout a changé du tout au tout. Je dois avouer aussi que le spectacle s'est dégradé. Oui. Il y a eu l'ouverture des frontières, les talents, les vrais, et sont partis. Et il y a comme une délicatesse de la qualité du jeu. Et finalement, la conséquence de tout ça, c'est que le spectacle n'est plus au rendez-vous. À partir de quel moment s'est opéré le déclin? Je crois que le déclin s'est opéré avec les querelles à répétition à la Fédération camerounaise de football. Oui. Il y a eu comme un certain dégoût du public vis-à-vis de cette fédération. Et puis une organisation en ce qui concerne nos compétitions locales. On n'arrivait plus à avoir des visibilités. À l'époque, on avait un calendrier qui fixait les compétitions de janvier en mai. Les compétitions étaient tenues. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une gestion à la petite semaine. Oui, oui. Au petit bonheur, la chance. Au petit bonheur, la programmation. C'est très important ce qui concerne la programmation. La programmation. Et puis, il y a un problème d'hommes. On a parlé de problèmes structurels. On a revu les textes, je crois, depuis 1996. Avec le ministre Bipoum, lorsqu'on fait rentrer, par exemple, l'association de footballeurs du Cameroun, on croyait que sorti de l'auberge. Parce qu'à l'époque, personne, Maïbi et tous ces footballeurs qui arrivent, on donne un coup de pouce. Et c'est ce qui nous a permis de remporter ces victoires de 2000, 2002, avec cette Green Team que nous avons eue en ce qui concerne la CAN. Parce qu'il y avait eu comme un vent de fraîcheur, de renouvellement au niveau de notre organe fédéral. Avec l'entrée de l'AFC, 198, on ne le dit jamais assez, le football camerounais s'est fédéré. Et puis après, lorsqu'il y a eu cette délicatesse, l'organisation du football, c'est comme des poissons. Ils pourrissent toujours pas à la tête. Oui. Lorsqu'il n'y a plus de vision, il y a des conséquences directes, il y a des déclinaisons directes en ce qui concerne même le spectacle sur le terrain. Il y a un problème d'homme également, le profil des hommes à choisir. Oui. Le profil d'homme. Et je crois que c'est la question essentielle. Il va falloir qu'un jour, on pose cette question sur le profil d'homme. Qui peut diriger notre football et qui peut diriger nos clubs? Je crois qu'il faudra répondre à ces questions. Alors, parlons justement des dirigeants de clubs. J'ai l'impression que le déclin s'est aussi opéré au moment où on a commencé à perdre, où les grands dirigeants sportifs ont commencé à perdre de l'enthousiasme. On a connu les Sombayenga, les Ngassapi, Claude Zunja et tout. Est-ce que ces grands présidents, ces grands dirigeants, leur sortie de scène n'a pas également tué un certain nombre de clubs mythiques? C'est vrai que la transition générationnelle n'a pas été bien assurée en Oui. ce qui concerne la direction de nos clubs. On ne va pas se mentir. On est parti de ces grands présidents. Vous avez cité quelques-uns. Le mot peut être fort. Oui. À des flibustiers, Oui. aujourd'hui à la tête de la plupart de nos clubs, où la part du gain, l'obsession du profit est devenue la règle d'or. Oui. Les footballeurs ne sont même plus payés. La simple prime d'entraînement, malgré les perfusions financières de l'État. Je crois que tout ceci a créé un climat, a pollué tout un environnement qui, évidemment, a des répercussions sur les spectacles sportifs. Les stades sont vides, il y a de moins en moins de qualité. Oui. À peine on a jonglé 2 à 3 touches, on est parti pour d'autres cieux. Et on va de déclin en déclin. Il va falloir qu'on se reprenne très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on est programmé pour échouer ou alors il y a quelque chose qui peut être fait pour relancer le football des clubs au Cameroun? Je ne veux pas être fataliste, c'est Oui. une expression forte. Programmé pour échouer, il y a quelque chose à faire. Ces pays, il a dans son ADN le football. Il y a des jeunes footballeurs au Cameroun. On le voit, hein, que ce soit au niveau des sélections, il va falloir repenser le football camerounais. Notre football a peut-être donné beaucoup plus la priorité ces dernières années à un football de sélection qu'à un football de club. Il faut pouvoir joindre les deux courbes, la courbe football de sélection et la courbe football de sélection.
Ça a été le cas lors des années 70, des années 80, à côté d'Union de Douala, de Canon de Yaoundé, de Tonnerre. On avait des très grandes sélections. Dans les années 2000, on a laissé les clubs de côté, malgré les dispositions réglementaires qui prévoyaient que les clubs engagés en compétition internationale deviennent d'office. Et le statut de l'équipe nationale. Le statut de l'équipe nationale. Oui. Mais ça a été délaissé. La priorité a été de nos footballs de sélection. Et ceci, bien sûr, a créé une espèce de malaise. Or, les sélections nationales sont le reflet de l'organisation de nos clubs. Oui. Il va falloir qu'on engage rapidement ce chantier-là, joindre ces deux courbes. La courbe s'attacher à refonder nos clubs. Évidemment, ça aura des répercussions sur les différentes sélections. Aujourd'hui, les sélections, on essaie de vivre comme avec des joueurs qui arrivent de partout, de nulle part, des espèces de générations spontanées. Des joueurs qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, sont formés à l'étranger. Voilà. Je crois qu'il y a tout un travail, toute une réflexion à refaire pour pouvoir relancer notre football. Alors, on avait pensé qu'avec le forum sur le football, si je ne m'abuse, et les états généraux de sport, qu'on avait réglé quand même le problème au moins structurel. Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux grands événements qui ont été organisés par le politique, à savoir le forum et les états généraux du sport, ont été en quelque sorte un acte manqué? Non, je ne pense pas d'acte manqué. Je crois que les solutions sont là. Il suffit de regarder les résolutions de ce forum sur le football. Tout est là. En ce qui concerne même la relance économique de nos clubs. Il y a eu des incitations en ce qui concerne, par exemple, les taxes sur les douanes. Oui. Il y a eu, par exemple, ce coup de pouce, cette subvention faite par l'État pour, je ne veux pas parler de professionnalisme, de cette espèce d'amateurisme marron. Oui. Parce que professionnalisme, ma foi, c'est un bien grand mot en ce qui concerne notre football. Oui. Mais il y a eu cette subvention pour permettre à notre football de franchir deux croix paliers. Je crois que les résolutions sont là. Mais la question de fond, c'est le choix des hommes. Oui. C'est le profil des hommes. Tant que cette question n'est pas posée, vous aurez beau avoir les meilleurs textes. Si les hommes n'ont pas l'étoffe et ne tiennent pas, eh bien notre football va replonger. Je crois qu'au niveau de ce forum, on avait balisé pratiquement tout ce qu'il fallait pour relancer notre football. Tout y est. Ça veut dire il faut simplement de la volonté. Il faut de la volonté. La volonté politique est là, puisque c'était bien sûr l'État qui organisait ce forum. Mais le problème, c'est le choix des hommes pour pouvoir diriger ce football, soit au niveau fédéral, soit au niveau des clubs. Lorsqu'on aura la main heureuse en ce qui concerne les choix de nos dirigeants sportifs, en ce qui concerne les clubs et au niveau fédéral, le problème sera résolu. Aujourd'hui, Raphaël, on a de très grands stades de football qui ont cruellement manqué à ce pays à une certaine époque, mais malheureusement, il n'y a plus de spectacle. Est-ce que vous pensez que ces stades vont pouvoir, je ne sais pas, pouvoir motiver un peu la relance de notre football? On a connu quand même une époque dans ce pays où rien que les séances d'entraînement de certaines équipes mythiques comme Panthère de Bangante, il y avait des milliers de personnes pour voir les séances d'entraînement. Je ne parle pas du Canon de Yaoundé, de l'Union de Douala ou bien de Léopard et tout ça. Est-ce que vous pensez que les infrastructures sportives qui sont extraordinaires, qui ont été construites, vont pouvoir faire changer la donne? Je ne dirais pas stade de football. Oui. Je ne dirais pas stade de football parce que ce sont des complexes. Aujourd'hui, ces complexes sont devenus des véritables lieux de vie. Sont devenus des véritables lieux de vie. Sinon, on est parti dans la logique d'en faire des stades de football, des infrastructures sportives uniquement. Avec la conjoncture que nous vivons, il est fort probable que nous ayons des éléphants blancs d'ici quelques années comme en Grèce. Je crois qu'il faut avoir une perspective nouvelle. Le stade de football est devenu un tout, un assemblage d'agrégats, un lieu de vie où les enfants peuvent aller se balader des week-ends, un espace de distraction avec des salles de films, des piscines. Et aujourd'hui, que ce soit des stades de multisports. Donc, on ne peut plus vendre seulement le spectacle. On ne peut plus vendre simplement le spectacle. On peut vendre le spectacle artistique. Je crois qu'il faut avoir une vision assez large pour pouvoir sauver ces infrastructures. Parce que le football camerounais, tel qu'il est là aujourd'hui, ne peut pas tenir, ne peut pas aider à assurer la pérennité de ces infrastructures. Il faut le voir dans un vaste ensemble pour pouvoir permettre à ce stade de vivre et de vivre bien longtemps. Alors, Raphaël, le plus impressionnant transfert du football français, c'est l'arrivée, bien sûr,
quasi hollywoodienne de Lionel Messi à Paris, on peut comparer à l'arrivée beaucoup plus longtemps avant de Maradona à Naples, puis de Zinedine Zidane au Real Madrid. Est-ce que dans l'histoire du football camerounais, vous connaissez, vous, un autre transfert qui peut être comparé à celui de Messi, toute proportion gardée, bien sûr? Question difficile parce que il faut situer chaque transfert dans son temps. Oui, on est bien d'accord. Ce fut la folie pour Messi du côté de Napoli. Oui. Il partait de Barcelone. Oui. Messi arrivé à Napoli, c'était de la vraie folie. C'était une semaine de fiesta. Non, vous parlez de Maradona. Maradona. Oui, le transfert de Maradona, c'était une vraie folie du côté de Naples. Pendant une semaine, Naples s'est arrêté de vivre. Naples vivait au rythme Diego Armando Maradona. Ça n'a pas eu le même engouement en ce qui concerne le ZZ, Zinedine Zidane, qui part de Bordeaux pour la Juventus. Messi, c'est un peu exceptionnel, parce qu'on peut arriver. Messi, pendant longtemps, on avait pensé qu'il était un joueur formaté pour Barcelone. On avait pensé que Messi ne pouvait pas s'exprimer ailleurs. Et on attend de le voir, parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait des comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Messi. Cristiano Ronaldo a pratiquement réussi partout où il est arrivé. On attend de voir si Messi peut réussir ailleurs que dans le cocon quasi familial du Barça. Il a attendu au tournant, Messi, parce que c'est un défi énorme. Vous faites bien de parler de celui à la distance. Il y a toujours avec CR7, Ronaldo, s'il se plante. La polémique va être relancée sur celui qui avait le statut de présumé meilleur joueur du monde, s'il se plante. Mais si par contre, il réussit à remporter la Champions League avec le Paris Saint-Germain, alors vous imaginez, ça va être exceptionnel. Le défi est énorme pour Messi. Je le disais tout à l'heure, qu'on a pensé formater uniquement pour Barcelone. Il devra montrer qu'il peut jouer et qu'il peut s'épanouir hors de son cocon familial. Vous parlez tout à l'heure de Barcelone. Alors, en ce qui concerne ces transferts, Zinedine Zidane, ça avait moins d'engouement en ce qui à la Juve, peut-être, avec la ville de Turin, qui n'est pas une ville, j'allais dire, de la démesure comme Naples. Mais ce qui s'est passé à Paris est exceptionnel. On a vécu de la folie de voir Messi arriver comme ça à Paris pendant 3 jours, c'était de la démesure. Et j'avoue que Paris est plus violent que Barcelone. Et Paris, c'est une rive, c'est une ville de tous les espoirs, de la démesure. Paris, c'est Paris. Messi à Paris, c'est énorme. Ramener à la situation camerounaise, quel transfert a eu autant de bruit, toute proportion gardée, bien sûr? Je crois que c'est celui de Samuel Eto'o. Je crois que c'est celui de Samuel Eto'o qui arrive... Non, je veux dire l'arrivée dans le championnat camerounais. C'est-à-dire un mouvement soit d'un joueur qui part du Canon pour le Tonnerre ou alors d'un joueur qui arrive au Cameroun, pas d'un joueur qui s'expatrie. Il y a eu énormément de transferts dans l'histoire du championnat. Lequel vous aura le plus marqué ou aura fait beaucoup de bruit? Il faut chercher, il faut situer chaque transfert aussi dans sa décennie, dans les années 60. L'arrivée peut-être de Weah Weah, c'est un peu beaucoup plus tard. Oui. Dans les années 70, Roger Mila qui arrive au Tonnerre de Yaoundé, qui part de Douala. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le transfert de Roger qui arrive, qui porte le Tonnerre à lui tout seul, face à l'équipe nationale. Vous savez, le Canon constitue l'équipe nationale. Vous avez pratiquement 10 et 11 joueurs qui évoluent au Canon. Mais si Roger Mila arrive, il porte le Tonnerre de Yaoundé. Dans les années 80, vous avez d'autres transferts également qui étaient des transferts mythiques. Je pense à Mangamba, on ne le sait pas beaucoup, à Dalben Mangamba, qui arrive, qui joue quand même de façon fugace au niveau du Tonnerre. Et je sais ce que ça a suscité dans ces années-là, dans les années 80, du côté de Mvongada, l'arrivée de Mangamba d'Albert. Et on a dans les années 90, ou bien fin des années 80, on a les frères Biik qui partent de Puma. L'un pour l'Union de Douala, l'autre pour le Canon de Yaoundé. On a Adamaziko également, qui part du Koyi de Maroua pour le Tonnerre de Yaoundé. On a un transfert qui a fait beaucoup parler, mais qui s'est malheureusement achevé comme il s'est achevé. Et puis à son âme, celui d'Abena Richard, qui part du Canon, de son Canon, pour jouer au Tonnerre de Yaoundé. Le transfert de Weah n'a pas eu le même écho. Je crois que Weah est arrivé pratiquement dans l'inconnu. Il arrive après un tournoi du Tonnerre de Yaoundé. C'est au Cameroun qu'il se révèle aux yeux du monde. Il arrive après un tournoi, c'était baptisé, si je ne m'abuse, le tournoi Rocksman. Le Tonnerre évolue dans ce tournoi du côté d'Abidjan. George signe pratiquement déjà avec Africa Sport. Le Tonnerre arrive et avec à l'époque le Creuserier, il s'appelait M.
Ebodé, il y avait Ndongo Paul Gaston. Le Tonnerre joue un match formidable contre cette équipe ivoirienne. Je crois que c'était Invincible Eleven. Si ma mémoire est encore bonne. Oh, il a fait un match d'anthologie face à Tato, face à Bertin Eboué, face à Charles Toutou, comme on l'appelait à l'époque. Et immédiatement, les gens de Tonnerre se disent, celui-là, c'est un diamant brut, il faut le prendre. Et c'est fait. Mais il faut encore renégocier avec Africa Sport pour pouvoir rapporter son contrat avec Africa Sport. Dieu merci, le président d'Africa Sport va se montrer compréhensif. Il est arrivé au Tonnerre de Yaoundé, un seul match, une seule soirée. Nous étions un jeudi soir, il fait sa rentrée, un Tonnerre canon, et puis la légende est partie comme ça. Oui. Vous parlez de football, Raphaël Nkwa, avec beaucoup de gourmandise. On en reste là. Merci. Je vous remercie, Jean-Bruno. C'était un plaisir. Alors, avant de partir, je vais vous présenter quelques ouvrages sur le football, certains qui nous ont aidés à préparer cette émission. Il y a ce livre de Claude Leroy. Il est tout nouveau. Il est sorti il y a quelque temps, Le sorcier blond. Un peu plus de 400 pages pour parler de sa longue carrière de footballeur, d'entraîneur et puis de sélectionneur avec pas mal d'anecdotes. Le sorcier blond, c'est Claude Leroy, paru chez Acto. Il y a également cet autre ouvrage, Débordement, sombre histoire du football, 1938-2016. C'est un ouvrage qui a été écrit à 3 mains. Olivier Villepreux, Samy Mouhoubi et Frédéric Bernard. C'est un très très bon livre qui parlait un peu de tout ce qu'il y a de négatif dans le monde du football. Il y a celui-ci qui est pratiquement un ouvrage de philosophie du football. C'est un livre de Robert Redeker, Peut-on encore aimer le football? C'est un magnifique essai philosophique sur le football que je vous conseille vivement. Et enfin, cet ouvrage, le titre c'est La tragédie des Lions indomptables. Je vous laisse deviner qui en est l'auteur. Raphaël Nkwa, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Autant le dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Merci.